Bonjour Marine, Bonjour. bonjour je te remercie d'être sur ma chaîne, donc Esprit Clair, pour aujourd'hui nous parler de la dépakine et présenter un peu ton parcours puisque tu es lanceuse d'alerte et donc un parcours vraiment intéressant. Donc est-ce que tu veux bien te présenter et nous expliquer un peu donc, le combat que tu as mené et que tu continues à mener? Oui, bien sûr, je te remercie de me donner un temps de parole comme ça et d'expliquer ça aux victimes. Donc, je suis tout d'abord une femme épileptique. Donc, depuis toute petite, je fais des crises d'épilepsie dans lesquelles bah, je perds connaissance, j'ai des convulsions, je tremble. Et donc, c'est une maladie très grave et on peut en mourir. Donc, très rapidement, il s'est avéré nécessaire pour moi de prendre un médicament pour stabiliser, en fait, et éviter ces crises d'épilepsie qui pouvaient être mortelles, en fait. Donc, depuis l'âge de 6 ans, on m'a prescrit un médicament qui s'appelle la dépakine, dont la molécule active est le valproate de sodium. Et effectivement, je l'ai pris toute mon enfance, et puis à l'âge adulte également. Et bah, comme tout le monde, à un moment donné, j'ai voulu fonder une famille, j'ai trouvé un compagnon, on s'est mariés et j'ai posé la question au médecin qui me prescrivait ce médicament, bah, est-ce qu'on peut le prendre si on veut avoir des enfants quand on est enceinte, ça gêne pas pour le bébé, etc. Et que ce soit le neurologue qui me suivait pour mon épilepsie, donc c'est le spécialiste de l'épilepsie, le gynécologue qui m'a suivi aussi pendant mes 2 grossesses, et puis le médecin généraliste qui souvent faisait l'ordonnance. À chaque fois, ils m'ont dit, non, non, il n'y a pas de souci, c'est un vieux médicament, ça fait 50 ans qu'il est sur le marché. La seule malformation qu'on peut avoir, c'est un spina bifida de la colonne vertébrale, mais vous inquiétez pas, prenez de la vitamine B9 et tout ira bien, puis vous allez bien suivi au niveau de l'échographie. Donc voilà, enfin, on fait confiance à ces médecins, ils ont fait 8 ans d'études, on va pas remettre en cause ce qu'ils nous disent, et puis surtout quand ils nous disent tous les trois la même chose, quoi. Donc effectivement, quand je décide d'avoir un enfant, ben, je prends cette vitamine B9, je calcule tout et donc j'ai une petite fille qui naît en 1999 qui s'appelle Salomé. Quand je vois le bébé sortir de mon ventre, je dis tiens, c'est bizarre, elle a une tête bizarre, hein, un peu asiatique, la lèvre supérieure fine, alors que moi j'ai des lèvres plutôt épaisses, des yeux en amande, un front large. Bon, je me dis ok. Voilà, et puis je voulais des enfants rapprochés parce que, comme je dis, je veux souvent sortir de la période couche. Donc, assez rapidement, moi, je voulais 4 enfants, une grande famille, j'adore les enfants. Et donc, assez rapidement, je vais avoir un deuxième enfant, un garçon qui va naître en 2002. Et pareil, grossesse qui va être prévue, on en reparle, on regarde dans la notice du médicament. À chaque fois, il y avait marqué la même chose, consultez votre médecin, ce que j'ai fait à chaque fois. Effectivement, quand mon fils, lui, va naître, il va naître avec une malformation qu'on appelle un hypospadias. C'est un terme technique qui dit que enfin, sa verge, elle était mal formée, il avait 2 canaux urinaires, elle était courbée, enfin, etc. Je demande au gynéco quand il le sort de mon ventre, mais qu'est-ce qu'il a, etc. Et ils me disent, bah, ça arrive dans la population générale, voilà. Et à ce moment-là, je vivais à Montpellier et il y avait un article qui était sorti dans la presse, dans le Midi Libre, je me rappelle très bien, qui parlait des fils d'agriculteurs qui, exposés aux pesticides, avaient ce type de malformation et donc qui mettait en lien l'exposition aux pesticides et les malformations génitales. J'ai gardé l'article et puis voilà, le temps a passé. Et puis après, j'ai déménagé dans les Pyrénées-Orientales. Donc voilà, mon fils, à l'âge de marcher, il marchait pas. À l'âge de parler, il parlait pas. Il avait des comportements bizarres, il poussait des grognements. Donc vers 9 mois, j'ai commencé à me renseigner, etc. Mais tout le monde me disait, oh, mais pourquoi vous cherchez? Enfin, il est juste un peu feignant, c'est un garçon, c'est normal. Ça m'exaspérait au plus haut point. Et au final, je vais repenser à cet article en regardant aussi une série qui s'y passait à la télévision à ce moment-là, c'était Dr House, qui parlait du diagnostic différentiel et qui mettait... Et donc moi, je me disais, d'un côté, il y a toutes ces malformations-là, il y a ces troubles neurologiques, c'est trop de malchance pour être honnête. Et là, on est en 2009, donc Nathan, mon fils, a déjà 7 ans. Et bah, c'est les débuts d'Internet, où Google commence à exister, où le moteur de recherche commence à être efficace. Et donc, je repense à cet article et je me dis, moi, j'ai pas sniffé des pesticides. Par contre, moi, je prends un médicament quotidiennement. Donc, je vais commencer à taper dans Google médicaments dangereux pour la grossesse. Et je vais tomber sur le site du CRAT, qui veut dire le Centre de recherche des agents tératogènes. Je sais pas ce que veut dire le mot tératogène, mais je vais regarder pareil dans Google et ça veut dire enfant monstrueux en grec.
Et je vais découvrir que, en fait, j'ai fait des enfants monstrueux parce que j'ai pris de la dépakine, parce que c'est un médicament extrêmement dangereux chez la femme enceinte et que c'est pas marqué dans la notice de mon médicament en 2009. Donc, je tombe des nues, je suis seule devant mon ordinateur, je m'écroule en larmes, j'appelle mon mari et je lui dis, ça y est, j'ai compris. J'ai compris quelle est la cause du handicap des enfants, j'ai compris pourquoi ils ont des malformations, etc. Et là, ça va être le choc, quoi. Parce que bah, déjà, forcément, comme mon fils avait du retard, bah, il était déjà pris en charge dans des structures de type CAMS, CMP, etc., avec un suivi psychologique, avec de la rééducation pour ses troubles psychomoteurs. Il avait été opéré à l'âge de 18 mois de l'hypospadias, puis sera réopéré à l'âge de 7 ans. Ma fille, elle souffre également de troubles psychomoteurs, je vais m'en apercevoir par la suite. Et sur le site de cet hôpital parisien, en fait, je m'aperçois qu'il y a aussi un faciès d'épakine. C'est-à-dire que les malformations, elles sont pas que génitales, cardiaques, etc. Il y a des traits physiques, physiologiques, en fait, qui ressemblent d'ailleurs assez à ce qu'on peut voir chez les enfants issus de mères alcooliques. Ça culpabilise encore plus. Et voilà, et donc je vais m'apercevoir qu'on savait. Certains me demandent, mais t'as enquêté, t'as trouvé des études. Mais enfin, elles étaient là sur Internet. Alors c'est vrai que les études scientifiques, elles sont publiées en anglais, donc c'est pas toujours très abordable. Surtout si on parle pas bien l'anglais. Moi, j'étais pas très très forte en anglais, je m'y suis remise. Mais voilà, en fait, je vais découvrir que les malformations, on le sait depuis le début de la commercialisation du médicament, c'est-à-dire en 1967, donc ça fait très 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 longtemps. Parce qu'en fait, on teste quand même les médicaments chez la femme enceinte sur les animaux. Donc, on va voir les malformations génitales, du cœur, des reins, du crâne, des choses comme ça, des mains, des pieds. Mais par contre, pour les troubles neuro, on s'en apercevra que plus tard. Enfin, les premières études, je vais m'apercevoir qu'elles sont en 1984. Et nous, on est en 2009, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 50 ans, ils ont laissé le médicament sur le marché sans informer les femmes enceintes et en âge de procréer. Bah, je vais voir que rapidement, la dépakine, c'est le médicament le plus donné chez la femme enceinte épileptique. C'est eux qui ont le plus gros marché. Et donc que potentiellement, si on informait les femmes enceintes de ces dangers, elles risquaient d'arrêter le traitement, de changer de traitement. Et effectivement, quand on est épileptique et qu'on arrive à être stabilisé, on n'essaye pas un nouveau médicament tous les 4 matins. Donc en fait, d'une certaine manière, on est traité à vie. On est des bons clients, hein, voilà. Et l'épilepsie, c'est quand même 600 à 700 000 personnes en France. Donc vous imaginez, enfin dans le monde, en Europe, voilà. Et voilà, quand je vais découvrir le lien de causalité, je vais découvrir qu'en Grande-Bretagne, il y a une association de victimes qui s'appelle OACS, qui veut dire Organization of Anticonvulsivant Syndrome. Et je vois sur leur site internet les têtes des Anglais. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est le même visage que ma fille, c'est que mon fils. Et voilà, c'est un peu le choc, quoi. Et je vais m'apercevoir aussi qu'en France, il y a quand même déjà eu des poursuites judiciaires contre Sanofi en 2008 du côté de Tours. Avec une avocate. Et donc, bah, je vais, tout 2010, quand même, je vais m'interroger. Et puis, je le raconte dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Dépakine, le scandale, je ne pouvais pas me taire. Je vais faire un cauchemar dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011. Et je vais rêver que j'assiste à un viol dans le métro et que je ne bouge pas. Et je me suis réveillée en sursaut en me disant, mais attends, tous les jours, des enfants naissent sous des bakines, toi tu sais, et tu dis pas, c'est non-assistance à personne en danger, il faut que tu dénonces le scandale, quoi. Et c'est comme ça que je vais créer l'association sur le modèle de mes homologues anglo-saxonnes. Je vais l'appeler APESAC pour que ce soit à peu près prononçable et puis qu'il n'y ait pas le mot des bakines dedans parce qu'à l'époque, j'avais vraiment peur de me faire attaquer par Sanofi. Et puis, je vais solliciter les élus de mon département dans les Pyrénées-Orientales. Donc, mon maire, qui était à l'époque député, va me donner France Bleu, le journal local qui est l'Indépendant, et puis France 3 en région. Et ça va matcher tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir des appels de familles concernées et c'est là que va débuter, en fait, le combat, enfin, une partie du combat, en tout cas.
celui d'informer. Et là, vous regroupez combien de victimes au sein de ton association? Aujourd'hui, on est à plus de 8200 victimes sur tout le territoire national, mais et je sais très bien que c'est uniquement les gens qui m'ont contacté, qui ont pris le temps de décrocher le téléphone. Voilà, assez rapidement, enfin, en 2010, je vais voir aussi à la télé quelqu'un qui va beaucoup compter pour moi, c'est Irène Frachon, la lanceuse d'alerte du scandale du Mediator. Et c'est vrai que je vais comprendre assez rapidement avec ce scandale sanitaire qu'il faut que je médiatise les choses et que, il faut que j'arrive à toucher la presse nationale si je veux avoir des familles qui m'appellent sur tout le territoire national. Et donc, je me dis, mais voilà, le combat judiciaire va me sembler aussi être une évidence, donc porter plainte contre Sanofi parce que bah, je m'aperçois que la littérature scientifique fait qu'en fait, on connaissait la toxicité de la dépakine chez la femme enceinte et qu'on n'a pas informé de manière délibérée parce que ça leur faisait perdre un marché qui était énorme et qui leur apportait beaucoup d'argent, quoi. Donc, je vais choisir le même avocat que celui d'Irène Frachon que je vois à la télévision. Il est parisien. Voilà ça, d'ailleurs, le maire de ma commune m'avait dit, Marine, tu te rends compte, si tu vas en guerre contre Sanofi, tu pars pas en short. Je lui avais dit, ok, l'air de dire, pars bien équipé, bien entouré. Et effectivement, je vais comprendre qu'il faut que je parte avec un avocat spécialisé dans le droit du médicament, parce que c'est pas les avocats du divorce ou j'en sais rien, ou immobilier qui connaissent le droit du médicament. Donc je vais choisir cet avocat-là, qui est sur Paris, et puis surtout cet avocat qui est médiatique. Et d'une certaine manière, voilà, moi, je savais que je pourrais lui apporter plein de clients parce qu'on était des dizaines de milliers. Enfin, à l'époque, je pensais ça. En fait, ce sera beaucoup plus. Voilà, et en fait, lui va me donner la presse nationale. Mais voilà, je vais quand même, dans tout ce temps, à partir de 2011, commencer à me rapprocher de mes homologues anglaises. Et on va essayer de faire modifier la notice qui est contenue dans les boîtes de dépakine pour qu'au moins on fasse apparaître les risques, quoi. Et là, je vais comprendre que ben, une notice de médicament, ça ne se négocie pas au niveau national, c'est au niveau européen. Donc, je vais aller à l'Agence européenne du médicament en 2013 et je vais m'inspirer d'un autre médicament extrêmement dangereux pour lequel il y avait un protocole d'accord de soins. Ça s'appelait, c'est le Roaccutane, le médicament anti-acnéique, qui est également très dangereux. Et je vais demander à ce qu'il y ait ce même document pour la dépakine. Et ça, je vais l'obtenir en 2014. Et à ce moment-là, effectivement, je vais commencer à batailler avec l'agence de santé parce que je vais m'apercevoir que les choses sont pas aussi évidentes, même si on l'a fait voter au niveau européen. Par exemple, je pensais que les documents anglo-saxons arrivaient en français dans les agences françaises. Eh ben non, c'est la France qui traduit les documents européens. Et je pensais qu'ils avaient des traducteurs au sein de l'agence. On me dit non, bah, c'est Sanofi qui va traduire. Je lui dis comment ça, Sanofi? Vous rigolez. Donc voilà, moi je vais leur demander que ce soit nous qui traduisions parce que je me doutais que sinon il y aurait des termes, enfin pouvoir, devoir, ne doit pas être, ne peut pas être. Vous voyez, c'est des petites nuances. Mais voilà, donc je vais me remettre à l'anglais et je vais travailler dur, quoi. Et donc en 2015, enfin, l'agence du médicament, donc qui s'appelle en France la NSM, va présenter ce nouveau protocole, disant que en fait, la dépakine provoque 10% de malformations, donc malformations cardiaques, malformations rénales, malformations de la face, malformations des mains, des pieds, du sexe, tout ça, mais aussi 30 à 40% de troubles neurodéveloppementaux, dont l'autisme, la dyspraxie, dysphasie, tous les troubles 10 en général, du retard mental, des troubles dans les apprentissages, etc. Donc, c'est à ce moment-là que aussi mon avocat va me donner au Figaro et à Anne Jouan, qui avait déjà révélé le scandale du Mediator et que ça va éclater dans la presse nationale. Et voilà comment je vais réussir à faire éclater le scandale de la dépakine. Et donc, c'est un. Donc tu parlais des faits secondaires bon, vraiment importants. C'est principalement pour les enfants à naître, ou c'est aussi pour la personne qui en prend aussi. Toi, tu avais des effets secondaires, par exemple, avec la dépakine? Alors oui, c'est un médicament qui a plein d'effets secondaires négatifs. Moi, encore une fois, je prenais de la dépakine depuis l'âge de 6 ans.
Donc d'une certaine manière, je n'avais presque aucun souvenir de vie sans dépakine. Mais comme je le raconte dans mon bouquin, au bout d'un moment, je pouvais plus voir le pot en peinture parce que la dépakine, j'en ai là, hein, c'est un flacon. C'est un flacon, voilà. Et je pouvais plus le supporter de le voir dans ma cuisine. Donc je vais discuter avec des médecins qui vont m'expliquer qu'il y a 24 autres antiépileptiques et que je peux en essayer un autre. Et bon, le premier, le Lamictal, ne va pas marcher. Et le deuxième que j'essaye, le Keppra, va être tout à fait bon pour moi et stabiliser mon épilepsie. Mais c'est là, à ce moment-là, que je vais me rendre compte de ce que me causait la dépakine. J'avais toujours eu des idées noires, un peu pessimistes, etc. Et en fait, bah, je savais, c'était marqué dans la notice, ça, que ça avait des effets un peu dépressifs. Puis surtout, la dépakine, il faut savoir que c'est un thymorégulateur, c'est un régulateur de l'humeur donné pour les bipolaires. Donc, en fait, soit ça donne effectivement, ça régule l'humeur, ou ça le dérégule. Et moi, ça me donnait un peu comme certains, l'alcool triste, moi, ça me donnait la dépakine triste, quoi. Et donc, alors, il y avait ça, et puis surtout, un ralentissement cognitif. Dans ma famille, moi, j'avais un frère qui avait sauté une classe, ils étaient tous brillants, j'avais un père ingénieur et tout. Voilà, et moi, je galérais, j'avais redoublé mon CM1, j'ai redoublé ma terminale. Et puis, le jour où je vais arrêter la dépakine et prendre un autre médicament, je vais me rendre compte que bah, le cerveau va beaucoup plus vite. Jamais j'aurais créé l'association, jamais j'aurais fait tout ce que j'ai fait si j'étais restée sous Dépakine, quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour rien au monde, on me ferait revenir à la Dépakine. Mais je ne l'ai pas fait interdire. Pourquoi? Parce que, il y a des femmes qui sont pharmacorésistantes et qui ne peuvent être stabilisées qu'avec ce produit. Donc si on l'enlève du marché, ben, on les prive d'une alternative thérapeutique et d'avoir une vie à peu près normale. Donc ça n'a jamais été envisageable pour moi. Simplement, il doit être donné en dernière intention. Et il y a une vingtaine d'antiépileptiques, donc il y a d'autres possibilités avant d'utiliser celui-là, quoi. Voilà, donc moi, la dépakine, l'arrêter, ça a été un soulagement énorme, quoi. Et puis, chez d'autres personnes, il fait tomber les cheveux, perdre les dents, prise de poids. Bon, ça, j'ai eu prise de poids, oui, les cheveux un petit peu, mais bon, ça, c'était... Non, franchement, la dépakine, il a plein d'effets secondaires également. Et au moment où donc va éclater ce scandale dans la presse nationale, je vais aussi recevoir énormément d'appels de papas d'épakine, ce que j'appelle, c'est-à-dire des hommes qui sont traités par dépakine pour leur épilepsie et qui m'appellent en me disant, mais moi aussi, mon enfant présente des troubles cognitifs, des troubles 10, de l'autisme, etc. Donc, dans un premier temps, je vais leur dire, bah, écoutez, monsieur, j'ai pas d'éléments scientifiques pour l'instant, je sais pas, enfin, bon, je garde vos coordonnées, mais voilà. Et en fait, je vais en avoir un, deux, puis enfin par dizaines, quoi. Donc là, au bout d'un moment, je vais alerter l'agence et je vais leur dire, bon, il y a un problème avec les hommes sous dépakine, il faudrait peut-être faire des études pour voir si la dépakine n'a pas aussi une influence. Surtout que parallèlement à ça, par contre, je vais découvrir que la dépakine a des propriétés mutagènes et reprotoxiques et qu'elle avait été utilisée en fait pour soigner certaines leucémies dans des essais cliniques et tout et que parce elle modifie l'enveloppe de l'ADN. Donc c'est là où je me dis, bon, bah, peut-être qu'elle modifie aussi l'enveloppe du spermatozoïde et qu'elle va aller d'une certaine manière contaminer l'ovule dans le futur bébé à naître. Donc j'avais les débuts d'un mécanisme d'action en fait. Donc voilà, et il s'avérera que donc, cette étude qu'on va demander en 2017 à l'Agence européenne du médicament, elle va être par la suite confirmée en 2023 et l'agence du médicament va interdire aussi la dépakine, enfin le déconseiller très fortement chez les hommes en âge de procréer. Donc oui, je vais alerter à partir de ce moment-là, quand je vais commencer à faire changer les conditions de prescription, je vais travailler très étroitement avec l'agence du médicament et je vais mettre la pression sur l'agence du médicament pour qu'il y ait des changements de conditions de prescription, pour que ces formulaires d'accord, ces livrets pour les patients soient effectivement distribués lors des consultations en neurologie. Donc voilà. Et aussi une des grosses avancées dont je suis fière, c'est le pictogramme sur les boîtes de médicaments. Parce que en fait, comme je l'ai dit au début, la dépakine, elle provoque des dommages, des dégâts assez similaires à celui des femmes qui consomment de l'alcool pendant la grossesse, quoi, les femmes alcooliques. Et en fait,
une fois, bah voilà, je regarde une bouteille de vin, je vois ce logo, je me dis, mais ça existe sur les bouteilles de vin et ça n'existe pas sur les médicaments. Pourquoi? Il y a des femmes qui parlent pas bien français, enfin, je pense aux populations maghrébines et tout ça, qui comprennent pas forcément le français, alors que le visuel, on est dans une société avec plein d'emojis et tout ça, on le comprend très bien, le rond barré, ça veut dire qu'il faut pas consommer, quoi. Ça veut pas dire que les gens n'enfreindront pas les règles, hein, comme je le dis. Une femme qui va acheter une bouteille de whisky au supermarché, on acceptera, même si elle est enceinte, on acceptera de lui vendre. Alors que normalement, un enfant de 8 ans, il n'a pas le droit d'acheter une bouteille de whisky, quoi. Donc ça veut dire ne doit pas être consommé. C'est pas l'interdiction pure. Chacun est libre de consommer ce qu'il veut, quoi. Voilà, donc en fait, bah, ça, pareil, au départ, j'avais pas du tout fait de droit, je connaissais rien, mais bah, j'avais embauché à ce moment-là une jeune qui, elle, sortait d'une fac de droit et qui m'a dit, oh, mais ça doit être possible, il faut rajouter un alinéa au décret où il y a déjà le petit pictogramme avec la voiture. Et c'est ce qu'on va faire, on va soumettre ça, à l'époque, c'est au gouvernement de Marisol Touraine, et puis ils vont le valider au niveau de la Direction générale de la santé. Et en 2017 vont apparaître les pictogrammes sur les boîtes de médicaments. Et bien sûr, je ne vais pas le réduire qu'à la dépakine, parce qu'il n'y a pas que la dépakine qui est tératogène. J'ai déjà cité au début de cet entretien le Roaccutane, l'antiacnéique. De manière assez globale, tous les antiépileptiques sont tératogènes, donc phétotoxiques, mais aussi les anti-inflammatoires, les antidépresseurs. Voilà, il faut bien comprendre que le but, c'est de taper sur le cerveau, que ce soit de la femme qui le consomme. Donc forcément, ça passe par le placenta et donc sur le cerveau du bébé en développement. Donc, si j'ai bien compris, concrètement, aujourd'hui, si quelqu'un se voit prescrire de la dépakine, il doit comme remplir une fiche de consentement. Comment ça se C'est passe? ça. C'est ça, en fait. Alors déjà, normalement, le médecin ne doit pas lui prescrire de la dépakine D'accord. si elle est en âge de procréer, donc c'est à peu près 12 49 ans, hein. Voilà, parce que encore une fois, quand on prescrit un médicament comme ça et qu'on stabilise la patiente, après, on s'amuse plus à changer. En fait, il doit essayer les médicaments les moins tératogènes d'abord, pour finir, malheureusement, s'il n'y a pas d'autre alternative, par la dépakine. Et il doit lui faire signer une feuille. Aujourd'hui, ça s'appelle une attestation d'information partagée, où il y a marqué, je sous-signe être informé que j'ai 11% de chance d'avoir un enfant avec des malformations, avec les malformations décrites, que j'ai 30 à 40% de probabilité d'avoir un enfant avec des troubles cognitifs, de l'autisme, des troubles 10, etc., etc. 30 Donc à ça, 40, quasiment voilà. une chance sur deux presque. Oui, C'est mais énorme. pour moi, on se tire, on ne ressort pas indemne d'une exposition à la dépakine. Pour moi, c'est pas possible. On est plus ou moins touché, mais parce que, par exemple, ma fille, elle est moins touchée que mon fils, mais on n'est pas complètement indemne. Donc voilà, pour moi, c'est évident. Même les parents qui me disent oui, non, mais ça va, il n'a pas grand-chose, bon, il n'a pas beaucoup d'amis, etc. Mais en fait, des fois, c'est des troubles, des interactions sociales qui sont faibles. Je le raconte souvent. Par exemple, ma fille, quand elle était petite, je faisais les courses, j'avais les bras chargés de courses, etc. Elle n'avait pas l'initiative de me dire, Maman, tu veux que je t'ouvre la porte? Parce que ça ne lui venait pas à l'esprit. Voilà, ou quand une copine tombait, elle n'allait pas poser la question, ah, tu t'es fait mal? Aucune empathie en fait, ou tout ce qui est second degré. Donc ça se voit pas forcément au premier instant, enfin voilà, quand on la rencontre, mais en fait, il y a tout l'implicite auquel elle n'a pas accès. Donc voilà, après moi j'ai essayé avec mes enfants de créer des mécanismes. Quand un enfant, quand quelqu'un tombe, tu lui demandes comment ça va. Voilà, mais elle-même, elle dit aujourd'hui à ses amis, si vous me dites, vous savez les formules classiques, bonjour, comment ça va? Et des fois, il y a des gens, ils disent ça va. Mais c'est un ça va, tu comprends que ça va pas. Voilà, mais elle voit pas que c'est un ça va qui ça va pas. Donc elle dit à ses copines, si ça va pas, dites-moi franchement, ça va pas. Parce que moi, je verrai pas. Et c'est pas de ma faute, c'est à cause de mon handicap. Voilà. Donc voilà, il y a des choses, c'est pas forcément énorme chez certains enfants. Et c'est vrai que des fois, des mamans me disent, ah, mais l'aîné, non, mais oui, je l'ai eu aussi sous des paquines, mais lui, ça va à peu près, quoi. Il a fait des études. Je dis, oui, mais
D'accord, il ou elle a 20 ans, mais elle a enfin, il sort voir des amis, il a une petite copine, un petit copain. Puis là, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que dans les relations intimes, ça commence à être compliqué, que voilà, il y a pas trop d'amis, l'enfant est isolé, le jeune est isolé, il sort pas trop, voilà. Donc en fait, c'est pas toujours facile à déceler. Et en plus, à l'époque, moi, quand je suis arrivée avec ma feuille de l'hôpital de Paris en disant, voilà, je pense que mon enfant a une fétopathie, parce que c'est comme ça le terme technique, au valproate, du nom de la molécule du médicament, on me regardait avec des billes en me disant, mais c'est quoi ça? Donc en fait, il a fallu que je me batte pour faire reconnaître la maladie qui pourtant était connue. Pareil, j'ai travaillé beaucoup avec des médecins et le ministère de la Santé à l'époque pour faire ce qu'on appelle un protocole national de diagnostic et de soins, c'est-à-dire une espèce de checklist de toutes les pathologies qu'entraînait l'exposition à la dépakine. Il y avait des médecins qui s'étaient beaucoup, surtout des généticiens, qui s'étaient intéressés à la question. Et ce document aujourd'hui, qui est officiel, reconnu par le ministère, sert de base en fait pour faire reconnaître la maladie, quoi. Et ce document, il fait quand même 70 pages. Donc, c'est pas, voilà, les conséquences de la dépakine, elles sont vraiment assez diverses. Et c'est le faisceau, et à la fois de malformations et de troubles cognitifs, qui permet de diagnostiquer l'enfant. Il y a pour l'instant, je dis bien pour l'instant, pas de marqueur génétique, mais je pense qu'on arrivera à trouver un marqueur génétique justement parce que ça modifie l'enveloppe de l'ADN. Voilà. Je dirais qu'il y a combien de... En fait, ma question, c'était, imaginons allez, une dame de allez, 20 ans qui prend la dépakine pendant 2 ans, elle arrête pour X raisons, et disons qu'elle a un enfant à l'âge de 24 ans. Donc ça fait elle en a pris que 2 ans, et pendant la période où elle est enceinte, elle n'en a pas pris. Est-ce que là, ça peut encore avoir un impact? Est-ce qu'il faut en prendre, est-ce que c'est un impact que si on en prend et qu'on est enceinte? Est-ce qu'il y a des chiffres par rapport à ça? Alors, oui, cette question, je l'ai posée plusieurs fois parce que j'ai eu pas mal d'appels, pareil, de femmes qui avaient pris de la dépakine, puis qui avaient arrêté et qui se demandent, mais qui avaient des enfants qui présentaient des troubles cognitifs. Alors, ce que dit l'agence du médicament, d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit pour les hommes, c'est qu'il faut 3 mois, ce qu'on appelle la durée de vie du médicament, pour que le médicament s'évacue du corps. C'est une moyenne. Moi, j'ai des doutes. Voilà, personnellement, parce que j'ai eu beaucoup d'appels de femmes qui ont arrêté un an avant et qui ont des enfants qui présentent des troubles. Bon, cela dit, il peut y avoir des causes exogènes, environnementales, de la pollution, des pesticides qui ont pu provoquer ce type de problème-là. Mais effectivement, la durée de vie du produit dans le sang, je ne sais pas exactement si 3 mois suffisent. Ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a des gens qui, pour X raisons, ils avaient arrêté la dépakine et des fois, ils ont fait des prises de sang, ils se sont aperçus qu'ils en avaient encore dans le sang. Donc, moi, des fois, j'ai un peu des doutes sur la durée de vie d'évacuation du médicament. Mais de manière globale, quand même, on peut dire que quand on a arrêté au bout de 6 mois, voilà, je pense que on peut raisonnablement penser envisager une grossesse. Mais encore une fois, ce que je peux vous dire, c'est que chez les femmes épileptiques, même après ce scandale-là, moi, j'ai voulu changer de traitement. Il y en a beaucoup qui sont encore sous des baquines. Elles ont peur, elles préfèrent de continuer à prendre ce médoc qu'elles détestent, qui a rendu leur enfant handicapé, plutôt que d'essayer un autre médicament antiépileptique. Tellement une crise d'épilepsie, ça fait peur. Tellement on a l'impression de se voir mourir. Donc, donc c'est pour ça quand certains médecins me disent, ouais, mais vous allez effrayer les patientes à dire ça par rapport à la dépakine. Non, la crise d'épilepsie fait bien plus peur que tout ce qu'on peut nous raconter. Donc avant d'arrêter la dépakine, je peux vous assurer qu'on s'assure que les traitements derrière qu'on va nous proposer sont efficaces ou marchent bien ou ceci ou cela. Donc non, non. La dépakine, ça s'arrête pas comme ça. En fait, souvent, enfin, moi, j'ai pas vraiment de cas de gens que, enfin, en tout cas, j'ai pas de gens qui ont arrêté comme ça. Déjà, elle s'arrête progressivement. On réduit la dose progressivement et ça prend plusieurs mois avant d'arrêter les traitements. Mais c'est vrai que, par contre, avec ce scandale-là, il y a des femmes qui se sont aperçues que elles étaient plus épileptiques. Et ça, moi, j'en veux beaucoup aux neurologues qui les ont mis sous dépakine parce qu'en fait, des fois, il y a des femmes, elles ont fait une
crise d'épilepsie parce qu'elles avaient pris une cuite à 20 ans et voilà, tout le monde est susceptible d'être épileptique. En fait, l'épilepsie, c'est comme une grosse décharge électrique, enfin, ouais, dans le cerveau, un peu comme un incendie. Et le médicament est là pour relever ce seuil d'irritabilité du cerveau. Et donc, on peut déclencher une crise d'épilepsie chez n'importe qui. D'ailleurs, souvent dans les jeux vidéo, on le voit en avertissement au début, attention, les clignotements peuvent, voilà. Tout le monde peut déclencher une crise d'épilepsie. Mais c'est vrai que le médicament est là normalement chez ces personnes qui ont un seuil très très bas pour rehausser le niveau épileptogène, ce qu'on appelle. Donc, je ne sais plus quelle était la question, mais en tout cas, voilà, on n'arrête pas la dépakine comme ça. Et oui, et par contre, les médecins, oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, n'ont pas toujours, se sont pas toujours posé la question, est-ce que cette femme et ce type d'épilepsie, elle peut l'arrêter ou pas? Parce que là, je vous parle de l'épilepsie grand mal, où on tombe, on convulse, mais il y a des épilepsies de type petit mal, où on déconnecte juste pendant quelques secondes. Et dans ce cas-là, enfin voilà, il suffit de pas conduire, si on reste tranquillement chez soi, ça peut bien se passer, quoi. Alors, et Marine, je voulais te poser cette question-là. Peut-être ceux qui nous écoutent et regardent se la posent aussi. Est-ce que vous avez pu constater une baisse des prescriptions suite à ce que vous avez mis en place, la fiche un peu consentement? Tu m'avais donné le nom exact. Oui, c'est Euh, Au départ, ça s'appelait attestation d'information partagée, puis aujourd'hui, enfin, oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle l'attestation d'information partagée. Oui, heureusement que les prescriptions ont baissé, que les femmes, la majorité d'entre elles, ont changé de traitement parce qu'elles étaient encore en âge de procréer. Mais ce changement, il s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, hein. Il a fallu que je fasse pression. Et encore une fois, j'ai fait appel effectivement à un avocat médiatique et j'ai médiatisé le scandale pour informer les femmes en âge de procréer du danger. Et donc, heureusement qu'il y a eu des médias, enfin, et des grosses émissions comme Envoyé spécial, Complément d'enquête, 66 minutes, 7 à 8, voilà, qui ont médiatisé ce combat-là et qui ont mis la pression finalement sur les médecins qui continuent à le prescrire. Parce qu'il faut bien comprendre que la dépakine, moi je l'appelle le à tous les coups on gagne. C'est-à-dire que les médecins prescrivaient ce médicament-là, ils étaient à peu près sûrs de stabiliser la patiente parce que c'est ce qu'on appelle un médicament à spectre large, qui stabilise des formes d'épilepsie assez différentes, les grands mâles, petits mâles, etc. Donc ils l'adoraient. Les effets secondaires, bon, perte de cheveux, prise de poids, c'est pas trop grave, ça va, voilà, machin. Donc, ils voulaient pas s'en séparer. Donc, moi, je leur enlevais leur outil favori. Et ça, c'était hors de question. Même d'ailleurs, dans les trucs que j'avais fait, c'est que je m'étais pointée dans des colloques de neurologie, alors que j'étais pas invitée. J'avais réussi à rentrer dans les salles et j'avais enregistré les neurologues, les grands pontes en France, qui disaient: oh, ça me fait suer ce formulaire d'accord de soins qu'a mis en place la NSM. Moi, je ferais signer la patiente et je continuerai à lui prescrire de la dépakine. Oui. Sauf que moi, je l'avais enregistré et que derrière, j'allais voir la NSM en disant: écoutez, la NSM, les neuros, ils vous écoutent pas du tout, donc ça va pas du tout. Donc, je leur ai dit: il faut pister les neuros. Donc, derrière, ils ont reçu des courriers. Encore aujourd'hui, il y a quand même des datas. Donc, on voit le nombre de médecins qui prescrivent de la dépakine. Donc, on peut les pister. Donc voilà, ça, plus la pression médiatique avec le complément d'enquête où on voyait une femme enceinte aller se faire prescrire de la dépakine comme ça chez un médecin généraliste. Voilà, ils ont bien eu la pression. Et en plus de ça, j'ai rajouté les procédures judiciaires. Donc moi, je suis partie dans mon dossier individuel pour mes deux enfants en procès contre Sanofi au tribunal civil en 2012. J'ai attaqué l'État français, la NSM donc, l'Agence du médicament, parce que en fait, normalement, l'Agence du médicament, c'est le gendarme du médicament. Elle doit vérifier ce que les laboratoires mettent sur le marché. Et elles n'ont pas mis, elles non plus, en conformité la notice avec ce qu'on savait à l'époque. Donc je les attaque pour la même raison, le défaut d'information. Puis je vais attaquer aussi au pénal, parce que je pense qu'il y a des gens qui, vraiment, de manière délibérée, ont menti et ont trompé le consommateur en leur disant que la dépakine était un produit sûr, ce qui n'est pas le cas. Je vais faire changer la loi également pour rendre l'action de groupe possible en France. Ça n'existait pas les class action à la française comme on voit aux États-Unis. Donc avec d'autres collectifs, victimes de Mediator, victimes du Distilben, victimes des implants et sûrs, on va faire changer la législation pour rendre possible l'action de groupe. Donc aujourd'hui, je suis la seule association, la PESAC, à avoir gagné
une action de groupe en France. Et enfin, je vais faire pression sur le gouvernement pour mettre en place un fonds d'indemnisation comme les victimes du Mediator avaient eu. C'est-à-dire que chaque année, dans le budget de la sécurité sociale, il y a de l'argent qui est voté pour les victimes de la dépakine et pour leur indemnisation. Alors normalement, dans ce fonds d'indemnisation qui se passe à l'ONIAM, chacun doit payer, c'est-à-dire que effectivement le laboratoire est responsable de son produit et il n'a pas informé. L'État est responsable parce qu'elle n'a pas informé non plus, mais aussi quelquefois les médecins prescripteurs, parce qu'à partir de 2006, quand même, le laboratoire, il avait dit qu'il fallait pas le prescrire chez la femme enceinte. Donc l'État paye sa part, les médecins, quand ils sont désignés comme responsables, ils payent leur part. Par contre, Sanofi, il paye jamais sa part. Et c'est ça qui est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le fonds d'indemnisation à l'ONIAM? C'est que quand Sanofi ne veut pas payer sa part, l'État se substitue, remplace Sanofi et paye sa part. Généralement, c'est 70% du montant qui est alloué aux victimes, souvent 30% l'État. Et des fois, enfin, en fonction, il y a les médecins, ils en payent aussi une partie. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a pas loin de 120 millions d'euros qui ont été versés aux victimes de la dépakine et que là-dessus, il y a au moins 100 000 qui sont dus par Sanofi, quoi. Et ils n'ont rien payé. Aujourd'hui, pour moi, c'est comme si Emmanuel Macron leur avait fait un chèque en blanc en leur disant, t'inquiète pas, on payera pour vous, quoi. Et quand on voit que ce laboratoire, déjà, il traîne d'autres casseroles, que ce soit, il avait promis un vaccin Covid, il l'a pas trouvé. Il nous promet de reproduire le Doliprane dans la vallée du Rhône, du côté de Valence. Il touche les crédits impôt recherche et un an après, il revend la start-up à des Américains. Voilà, enfin, il touche un pognon de dingue, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, en crédit impôt recherche, tout en se débarrassant après des entreprises. Enfin, moi, ça me révolte quand on demande aux Français aujourd'hui de se serrer la ceinture, de faire des économies, de payer plus sur chaque boîte de médicaments qu'on va retirer en pharmacie, et à côté de ça, on file du pognon à Sanofi. Non, c'est absolument inadmissible. Il y a une action en justice qui est donc à cette fin, donc pour que Sanofi paye. Il y a des moyens de contraindre. Alors, on a mis un maximum de moyens. Déjà, bon, ils ont payé quand ils sont condamnés par la justice. Donc, dans le dossier de mes enfants, ils ont été contraints de payer. On est aujourd'hui une vingtaine de victimes dans des procédures civiles individuelles à avoir été indemnisées, avec des montants qui varient en fonction du degré de handicap des enfants. On a fait condamner donc Sanofi dans la seule action de groupe à payer 120 000 euros à l'association APESAC. Donc ça, ils ont dû les verser, même s'ils ont fait des ronds de jambes en disant oui, il y a enfin, des requêtes en interprétation pour essayer de ne pas nous payer les 120 000 euros. Mais Sanofi, il faut bien comprendre qu'ils font appel. Ils essayent avec l'usure des familles de les avoir sur le long terme. Donc effectivement, parce que l'argent, quand on le touche, s'il y a un appel qui est en cours, on ne peut pas le dépenser. Parce que si on perd un appel, on doit le rendre. Donc, c'est pas facile. C'est pour ça que d'une certaine manière, le fonds d'indemnisation, la majeure partie des victimes vont plutôt vers le dispositif amiable, qui est donc le fonds Alloniam. Pourquoi? Parce que l'argent, bah, une fois que c'est un deal, quoi. Une fois qu'on l'a, bah, il y a pas d'appel possible. Voilà, on a signé un papier comme quoi, OK, on a indemnisé pour les préjudices et puis on fera plus d'action de recours judiciaire. Donc ça, les familles, bah, c'est plus facile. Elles s'en vont, elles peuvent dépenser l'argent. Voilà, donc c'est moins. Généralement, les indemnisations sont plus faibles que dans les procédures judiciaires, mais c'est plus rapide et puis il n'y a pas d'appel. Voilà. Aujourd'hui, oui, on a déjà fait condamner Sanofi à plusieurs reprises. Le procès pénal, donc j'ai quand même déposé plainte, enfin non, avec la PESAC, avec d'autres victimes en 2016. Aujourd'hui, on est en 2025, il n'y a toujours pas de date, vous voyez. Donc j'espère d'ici la fin d'année recevoir le calendrier avec la date du procès des Paquines, le grand comme on a vu pour Grand Procès Mediator, où là on va appeler des gens à la barre, on va leur demander de se justifier par rapport au choix qu'ils ont fait. Et je monterai à la barre parce que j'ai des questions à poser à Sanofi, j'ai des questions à poser aux gens qui siégeaient à la commission de santé à l'époque pour valider les notices. Donc le grand procès des Paquines va avoir lieu, j'espère, 2027 ou 2028. Voilà, donc oui, bien sûr qu'il y a des actions qui sont en cours. Bah, là, la semaine dernière, on a eu une décision positive pour
une famille des Landes, Nathalie Hortim, qui est dans l'association. Donc, il y en a plein. Là, on attend les premiers appels en novembre. Donc, en fait, c'est presque tout le temps qu'il y a des décisions judiciaires sur le dossier des Paquines. Donc, voilà, et c'est pas fini. Il y en a encore pour des dizaines d'années. Alors une question qui me vient à l'esprit, est-ce que le dommage, parce que tout à l'heure on parlait du fait que dans quelques cas, enfin dans peut-être dans beaucoup de cas même, le dommage n'est pas forcément visible il va être neurologique, on va avoir des troubles que même les parents ont du mal à déceler puisqu'ils vont dire oui, en gros voilà, on a vu qu'il était un peu atypique, mais enfin on avait du mal à attribuer la différence aux médicaments et le lien de causalité. Est-ce qu'il est facile demain, là, tu vois, si quelqu'un nous regarde et qui se dit, ah, ben, peut-être que mon fils, je me souviens, j'ai pris de la dépakine et je vois que il a quelques difficultés relationnelles. Euh, comment on établit le lien? Comment on le prouve? C'est une très bonne question, effectivement. Le diagnostic est pas toujours facile. Alors, généralement, il se déroule dans les centres de génétique, justement parce que souvent, ça ressemble à une maladie qu'on appelle l'X fragile. Donc, on vérifie par une prise de sang qu'il n'y a pas cette pathologie-là. Après, il y a quand même un petit peu des tests cognitifs qui peuvent être faits. Parce que même si ces enfants semblent pas vraiment atteints, un peu atypiques, etc., mais en fait, quand on commence à faire des troubles, enfin des tests cognitifs, on s'aperçoit qu'ils raisonnent pas tout à fait comme tout le monde ou que il y a des choses qu'ils perçoivent pas bien, l'implicite et des choses comme ça dans les centres ressources autisme, voilà. Mais dans ce cas-là, il faut pas qu'ils hésitent à me téléphoner parce que je les orienterai vers même au sein des services de génétique. Il y en a en France qui ont plus l'habitude de voir ce que j'appelle des enfants d'épakine que d'autres. Mais oui, je pense qu'il y a encore un sous-diagnostic puisque les enfants les moins atteints, dans la mesure où ils arrivent à avoir une vie à peu près normale, à trouver un travail ou des choses comme ça, ils sont pas forcément repérés. Donc, parce que bah, forcément, on voit ceux qui ont de graves malformations les plus atteints d'une certaine manière, mais pas ceux qui sont moins atteints. Or, eux aussi, ils ont le droit à une compensation. Et surtout, moi, j'aimerais les alerter sur le fait que la dépakine, elle est mutagène et reprotoxique et que donc elle a probablement modifié l'enveloppe de l'ADN. Et j'ai démontré aussi dans une étude qu'en fait, il y a un impact transgénérationnel. C'est-à-dire que ces jeunes qui s'en sortent à peu près, qui arrivent à fonder une famille et qui ont à leur tour des enfants, on s'aperçoit qu'on retrouve dans la génération suivante des malformations et des troubles cognitifs qu'il y avait dans la première génération exposée in utero. Et ça, pareil, j'ai demandé à ce qu'il y ait des études qui soient faites. D'ailleurs, à l'époque, c'était sous le gouvernement d'Agnès Buzyn, au ministère de la Santé. Eh bien, ils se sont réunis, ils ont refusé de m'inclure dans les projets de recherche. Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'étudier? Des poissons zèbres. Bon, bah, c'est bien gentil, mais moi, réellement, j'ai des petits-enfants d'Épakine que je leur mets à disposition, qui peuvent regarder. Voilà. Et je me rappelle, je me suis engueulée avec le directeur de l'INSERM qui m'a dit, mais je leur ai dit, moi, je veux bien vous mettre à disposition mes datas, mais il faut absolument que vous me disiez si oui, vous allez faire des recherches dans ce cadre-là, quoi. Et il m'a répondu, mais Madame Martin, vous n'avez qu'à publier vos données et tout. Et là, la moutarde m'est montée au nez et je me suis dit, bah, c'est bon, il me prend encore pour une guignole. J'y vais. Et donc, je travaille avec la grande épidémiologiste Catherine Hill, ainsi que des médecins aussi à la retraite. Et ensemble, on a publié dans une revue américaine qui s'appelle Birth Research Defect sur les cas. On en avait plus d'une centaine, donc ça commençait à être déjà un bel échantillon de petits enfants d'Épakine qui avaient des malformations et certains des troubles neurologiques, quoi. Donc derrière, quand bah, ça a été publié dans une revue américaine officielle, ben, l'agence de santé est revenue dans ses petits souliers en disant, alors, Madame Martin, quelle a été votre méthodologie de travail, machin? Bon, bah, c'est bien, je vais vous expliquer. Et maintenant, vous allez déclarer les cas à la pharmacovigilance pour les faire rentrer dans la base de données. Donc voilà, on s'aperçoit que si on ne fait pas le job à leur place, bah, il ne sera pas fait. Parce que derrière, enfin, faut comprendre qu'ils n'ont pas envie de chercher. Parce que si on, effectivement, s'est démontré qu'il y a plusieurs générations d'impactés, comme il y a eu d'ailleurs dans le passé avec le Distilbène, un autre scandale sanitaire énorme où là aussi il y a un impact transgénérationnel, bah, ça veut dire qu'il y a plusieurs générations d'enfants qui vont être à indemniser. Donc c'est encore beaucoup d'argent.
Donc voilà, bien sûr, on ne veut pas chercher là où on est sûr de trouver les emmerdes, quoi. Parce qu'en gros, c'est ça. Combien tu penses qu'il y a d'enfants atteints d'autisme qui, eh bien, peut-être sont les victimes de la dépakine? Moi, je le dis souvent, pour moi, tous les enfants exposés à la dépakine ont forcément des troubles autistiques. Légers, peut-être, mais ils le sont. Moi, j'en connais pas. Enfin, ceux qu'on m'a dit, oui, il n'est pas atteint. Quand on parle un petit peu avec eux, on s'aperçoit qu'il y a des choses, ça va, non, ça va pas. Donc voilà, mais je sais qu'il y a des mamans, elles me diront non, etc. Je veux pas les froisser parce que je suis pas là pour ça, mais moi, pour moi, on ressort pas indemne. Il y a même, enfin, j'ai même des exemples au sein de l'association. Il y en a deux ou trois, ils ont l'oreille absolue. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils entendent un morceau de musique, ils sont capables de le refaire. Alors ça peut paraître super, quoi. Mais sauf que bon, c'est quand même le signe, c'est souvent ce qui est aussi présent chez les enfants avec des troubles autistiques. Donc des fois, ça peut être des Asperger qui mémorisent, du coup, qui sont des super chercheurs, qui font des trucs super. Oui, très bien, mais n'empêche qu'il y a quand même de l'autisme. Donc voilà, pour moi, on ne ressort pas indemne d'une exposition à la dépakine. Donc les chiffres officiels, c'est 30 à 40%. Pour moi, c'est bien plus. Voilà, donc, et d'ailleurs, pour revenir sur cette question d'autisme, j'ai fait reconnaître que le valproate était la première cause avérée provoquant de l'autisme. Comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, un jour, j'appelle un chercheur à Marseille, à l'INSERM à Marseille, qui s'appelle Yezekel Benari, et qui cherchait un médicament pour soigner l'autisme. Il essayait un produit sur ses souris. Et pour rendre ces petites souris autistes, qu'est-ce qu'il faisait? Il injectait à la maman souris du valproate de sodium, donc de la dépakine, pendant la gestation de la souris. Et il provoquait comme ça des petits souriceaux autistes. Et quand je l'ai au téléphone, il me dit, mais Marine, ça fait 30 ans que je rends des souris autistes avec la dépakine. Ça se sait depuis toujours. Et là, toi, tu es là, tu te dis, bon, j'aurais bien aimé le savoir, quoi. Donc aujourd'hui, dans les cadres des plans autisme, etc., là, qu'il y a eu ces dernières années, j'ai rendu obligatoire que lors du diagnostic d'autisme, on pose la question, avez-vous pris de la dépakine pendant la grossesse? C'est juste une petite question, simple. Et là, bah, ça permet de mettre en relation l'exposition. Et voilà. Surtout que, bon, ça, ce serait des choses aussi que je voudrais développer, mais pour moi, il y a un autisme valproate, ce que j'appelle du nom de la molécule, un autisme d'épakine. Parce que les enfants issus comme ça, qui ont des troubles autistiques, souvent, ils sont malgré tout assez sociables. Même des fois, certains un peu trop sociables, ils vont aller faire des câlins à des gens qui croisent dans les rues. Donc, c'est pas des gens effrayés par les autres ou qui poussent des grands cris, des choses comme ça. Non, ils sont plutôt trop sociables. Ils n'ont pas accès à la duplicité. Toutes les intentions malignes, ils les distinguent très très mal. Donc, ils se font souvent avoir et souvent arnaquer. Voilà. Ça, c'est des traits assez caractéristiques de leur autisme. Et donc concrètement, si une mère retrouve sa prescription de dépakine, même il y a 10 ans, et son fils a été diagnostiqué autiste, elle peut, le lien de causalité est relativement facile à prouver. C'est pas toujours facile à faire parce que effectivement, il faut retrouver des éléments qui prouvent que la maman elle a consommé de la dépakine pendant la grossesse. Et c'est vrai que, enfin, honnêtement, personne ne conserve ses ordonnances. Mais moi, je les avais pas. Par contre, ce qui se passe, c'est que souvent, comme c'était quand même un médicament connu, un neuroleptique puissant, dans le dossier de maternité, il y a marqué grossesse sous dépakine. Donc en fait, en recoupant le dossier du gynéco, du neuro, de la maternité, on voit qu'il y a marqué que c'est une femme qui est traitée par des Dépakine. Donc c'est comme ça qu'on peut faire le lien de causalité et prouver la consommation de Dépakine pendant la grossesse. Et après, il faut apporter la preuve des dommages causés chez l'enfant. Donc ça va être bah, les bilans des opérations dans les hôpitaux, le suivi en orthophonie, le suivi en psychothérapie, le suivi je sais pas, en ergothérapie, en rééducation orthoptique, voilà, en suivi en CAMS, en CMP, les dossiers MDPH, voilà, tous ces éléments qui vont prouver que, il y a des dommages chez l'enfant et que voilà, c'est lié à la dépakine. Et la France, elle se situe où comparée aux autres pays européens, aux États-Unis au niveau des prescriptions? Est-ce que
Dans d'autres pays, le scandale est révélé depuis plusieurs années. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Alors oui, j'en ai parlé au début, donc je me suis inspirée de mes homologues anglaises. Mes homologues anglaises, elles ont essayé de faire des procès contre Sanofi. Malheureusement, le gouvernement anglo-saxon leur a supprimé l'aide juridictionnelle et en fait, les familles qui étaient en procès, elles n'ont eu que d'autre choix que de signer l'abandon des procédures contre Sanofi, sous peine sinon d'être poursuivies, parce qu'elles n'avaient plus d'argent pour poursuivre les procédures. Donc en fait, ça s'est arrêté là pour les Anglaises. Et aujourd'hui, ce sont les Anglaises, et enfin, la semaine dernière, j'étais encore en train de tourner pour la BBC, qui me demandent comment j'ai réussi pour mettre en place un fonds d'indemnisation avec le gouvernement. Donc aujourd'hui, c'est moi qui aide mes homologues anglo-saxons, voilà, pour obtenir un fonds d'indemnisation. Pareil en Irlande, j'ai même rencontré des députées irlandaises au Parlement. J'ai aidé mes homologues belges à fonder leur association des victimes du Valproate en Belgique. Il y a une association suisse également que j'ai aidée à Genève qui s'est fondée, la SAC, qui ressemble donc à la PESAC. Je suis allée en Espagne faire des conférences de presse pour aider la création de l'association La Visave. Voilà, et je suis en contact avec l'avocat Ignacio Martinez en Espagne aussi, où on a fait des conférences de presse et où ils ont gagné aussi à un moment donné contre Sanofi. Donc il y a des procès partout en Europe. Par contre, aux États-Unis, il faut savoir que, premièrement, la dépakine, il y a une chose très importante, c'est qu'elle est produite en France. Donc c'est un produit français. Elle est produite au pied des Pyrénées, à côté de Pau, dans une ville qui s'appelle Mourinx, qui est très connue pour le bassin de lac, où il y a beaucoup d'industries et où la dépakine est produite et où il y a eu aussi d'ailleurs des scandales autour de la dépakine sur la zone de Mourinx. Mais donc, comme elle est produite en France et qu'elle a été beaucoup diffusée en Europe et après dans le monde, mais pas tellement aux États-Unis parce que les Américains, ils sont très protectionnistes et eux, ils ont préféré leurs antiépileptiques et notamment le Diidan, qui est très peu utilisé en France. Mais c'est pour ça que souvent j'explique que c'est un mensonge de dire que la dépakine était indispensable même dans les années 90 parce que les Américains, ils n'utilisaient pas tellement la dépakine. Ils l'utilisaient. Mais encore une fois, pour les pharmacorésistantes, et voilà. Et là-bas, il est commercialisé sous le terme de Dépacote, parce qu'il faut bien comprendre qu'en fonction des pays, ça change de nom. Et en plus, il est commercialisé par le laboratoire Abbott. Ils ont vendu la licence au laboratoire Abbott. Donc il y a eu des procès aux États-Unis. Comme souvent aux États-Unis, ça a été réglé à l'amiable avec des deals, des accords. Il y a eu quelques procès qui ont été gagnés. Voilà, donc contre Abbott. Donc oui, il y a eu des victoires aux États-Unis. Donc aujourd'hui, le médicament, il est très peu utilisé. Et en France, pour revenir parce que je ne vous ai pas donné de chiffres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus que à peu près 220 enfants par an qui naissent sous des paquines. Pour moi, c'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Mais autrefois, c'était des milliers. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait pratiquement disparaître ce médicament du marché. Mais il y a encore un travail d'information à faire. Et je continue ce travail avec l'Agence du médicament, en envoyant des courriers ciblés aux médecins prescripteurs, aux gros prescripteurs de valproate, pour leur demander, est-ce que vous êtes sûr d'avoir essayé les autres alternatives thérapeutiques avant d'essayer la dépakine? Voilà. Est-ce qu'on peut envisager un monde où le médicament sera totalement interdit du marché en France ou dans d'autres pays européens? Je ne sais pas, encore une fois, il faudrait qu'il y ait d'autres alternatives pour ces gens-là. Moi, je ne suis pas forcément pour une interdiction. Par contre, encore une fois, on peut éviter d'être enceinte, même si on ne peut pas se passer de traitement. Alors, c'est vrai que ça fait peut-être renoncer à la maternité, mais premièrement, on peut adopter. Et puis, peut-être que dans des années à venir aussi, il y aura de la gestation pour autrui. C'est toutes des questions qui peuvent être soulevées et débattues aussi, hein, voilà. Donc, je ne sais pas vers quoi on va. Ce que je sais, c'est que Sanofi, maintenant, ils essayent de refourguer leur camelote en Afrique, où il n'y a pas de Marine Martin qui les fait suer avec des pictogrammes et une information. Donc, de toute façon, ils vont trouver d'autres marchés. Si c'est plus l'Europe, ce sera ailleurs. Voilà, la Débâquine a encore de l'avenir devant elle. Voilà. Et après, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, soit ferme avec Sanofi et lui demande de participer
au fonds d'indemnisation des victimes de la dépakine et qui ne laisse pas les Français payer pour les victimes de la dépakine. Ça me scandalise profondément. Est-ce qu'il y a des cas où, par exemple, un médecin généraliste prescrit du Dépakote? On en vend en France, du Dépakote, enfin, on peut en prescrire. Oui, oui, le Dépakote, c'est le nom en fait qui est donné en France pour les bipolaires. La dépakine, elle est commercialisée sous trois noms, Dépakine, Dépakote, Dépamide, les deux derniers étant pour les bipolaires. Et on trouve les formes génériquées où il y a marqué valproate de sodium qui peut être fait donc par Milan, par tous les autres labos, parce il est génériqué depuis 2006. Génériqué, c'est-à-dire que la marque perd son monopole et elle tombe dans le domaine public et donc n'importe quel laboratoire peut le produire. Ok. Et est-ce que ça peut arriver donc qu'un médecin fasse fi en gros, il dit, bah, allez, je lui prescris, moi je trouve que c'est adapté, et il lui donne pas ce formulaire, il l'informe pas des risques. Et d'ailleurs, je pense que ça doit être une faute, du coup, si c'est le cas. C'est ça, c'est une faute et les médecins le font de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des poursuites judiciaires. S'ils font ça, ils vont se retrouver enfin, en tôle ou en tout cas, j'exagère un petit peu, mais leur assurance va devoir payer cher. Donc en fait, le scandale de la dépakine commence à coûter cher aux médecins et à leurs assurances. Parce qu'il faut bien comprendre que quand un médecin même il est condamné, parce qu'il y en a eu qui ont été condamnés dans le scandale de la dépakine, c'est pas eux et leur maison qui est saisie, hein. C'est l'assurance qu'ils ont souscrit qui paye. Donc je sais que les assureurs, ils ont commencé à avoir un petit peu des sueurs froides en voyant les montants des indemnisations des victimes. Certaines ont touché jusqu'à plus de 2 millions d'euros quand même, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme nos enfants sont souvent atteints de troubles autistiques, ils ont besoin d'un aidant familial qui, en termes juridiques, s'appelle tierce personne. Et cette tierce personne, quand il y en a besoin 10 heures par jour, bah, ça commence à chiffrer. Payer quelqu'un pendant 10 heures tous les jours pour s'occuper d'un enfant autiste, sur toute une vie, ça coûte très cher. Donc c'est pour ça que certains montants sont assez gigantesques. Et nous sommes d'accord qu'on le prescrit donc pour deux cas, hein, que j'ai pas omis de te poser cette question, ou plusieurs quand même. Ouais. Alors oui, on le prescrit en France pour l'épilepsie d'abord et un petit peu la bipolarité. Mais en Belgique, par exemple, qui est francophone aussi, on le prescrit également pour la migraine parce que c'est aussi un anti-migraineux. En France, heureusement, on lui a retiré cette autorisation de mise sur le marché. Ça s'appelle une AMM. Mais en Belgique, c'est toujours utilisé pour la migraine. Donc moi, ça m'est arrivé d'avoir des familles au téléphone qui me disent, moi, on l'a prescrit pour la migraine. Bon, c'était il y a longtemps déjà, parce que maintenant, ils savent qu'ils ont trop peur, quoi. Mais cette femme-là, elle m'appelait un peu catastrophée en me disant, oui, ils veulent me faire avorter, etc., parce qu'elle venait de découvrir qu'elle était enceinte. Voilà, mais des fois, les médecins se permettent de prescrire ce qu'on appelle hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché, parce que c'est eux qui décident, c'est eux qui savent, et voilà. Et d'ailleurs, dans le scandale de la dépakine, c'est un petit peu ça. Leur responsabilité, elle est là. Moi, je sais, moi, je décide pour la patiente, je m'en fous qu'elle ait des enfants handicapés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la patiente, elle crève pas d'une crise d'épilepsie, et donc, ce qui arrive à son gamin après, ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis neurologue, je sais comment stabiliser la patiente. Ça m'exaspère. Ils prennent pas du tout en compte le contexte de vie. Moi, j'ai vu des drames familiaux horribles où, enfin, je pense notamment à une maman qui a trois enfants avec des troubles autistiques, dont l'aîné est très atteint. Ben, le père, il s'est barré, quoi. Il s'est barré, il a laissé la femme avec les trois enfants autistes dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Donc, en fait, il y a des cas où, comme ça brise des vies. Donc, on a des femmes malades avec des enfants malades qui se retrouvent seuls à gérer ce handicap très lourd. Franchement, des fois, c'est vraiment des histoires très sordides, quoi. Et est-ce qu'on peut être dans le cas d'une faute aussi? On peut parler d'une faute d'un médecin qui prescrit le médicament sans avoir envisagé d'autres alternatives au préalable, ou pas encore? Oui, bah, je pense que dans les 200 naissances dont je vous parle chaque année, il y a des médecins qui essayent pas les alternatives thérapeutiques. Donc, s'ils se font pincer, ils vont se retrouver avec des poursuites judiciaires. Oui. Aujourd'hui, ils ont peur de moi. Donc, aujourd'hui, ils se sont calmés. Voilà. Mais bon, il y a toujours des récalcitrants, hein. Donc, C'est quand même positif ça, je pense, ça peut vraiment bien limiter la prescription, ces deux facteurs-là. oui, moi, c'est ce que j'ai expliqué là dans l'interview à la BBC à mes homologues anglaises. Si vous faites pas pression avec le judiciaire, les médecins, ils changeront pas leur pratique.
Eux, ils ont un outil, vous leur dites, vous utilisez plus cet outil. Vous êtes qui pour vous permettre de leur dire ce qu'ils ont à faire? Même quand l'agence de santé leur demande de faire des choses, ça les saoule. Là, dernièrement, les derniers travaux que j'ai fait avec l'agence, c'était justement un classement des antiépileptiques le plus dangereux au moins dangereux. Ça, je me disais, ça fait un guideline de prescription pour les neurologues. Bon, ils ont du mal à accepter ça, quoi. Mais bon, petit à petit, et puis à force de poursuites judiciaires, voilà, moi j'ai fait interdire le Tegretol dernièrement et l'Epitomax, qui sont deux autres antiépileptiques qui sont aussi donnés, l'un pour thymorégulateur et l'autre contre la migraine. Bon, ben, je sais j'ai eu les derniers chiffres de l'agence, le taux n'a pas baissé de prescription. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de procès, parce que c'est pas médiatisé. Si tu fous un peu de pression et si tu les poursuis au judiciaire parce qu'ils ont prescrit du Tegretol à une femme enceinte, ah ben là, ils vont avoir un peu peur et ils vont arrêter de le donner. La carotte et le bâton, il n'y a que ça qui marche. Et d'ailleurs, ça me vient donc à la question, il nous reste 10 minutes dans cet échange passionnant. Je te remercie d'ailleurs, c'est vraiment, on apprend beaucoup, j'ai beaucoup appris de cet échange. Et plus personnellement, j'allais dire, euh, comment tu le vis, ce statut donc de lanceuse d'alerte, victime? Je sais que ça va pas être facile. Alors, des fois, quand on est victime, on est plus tenté plutôt de capituler, d'être défait par la violence d'un tel système, tant judiciaire que de la santé d'ailleurs. Et toi, au contraire, tu t'es battue, tu es lanceuse d'alerte, tu as œuvré là pour parler de tous les changements qu'on vient d'évoquer. Comment tu le vis, ce statut de lanceuse d'alerte aujourd'hui? Ben, comme je le disais au début, moi, j'aurais pas pu me regarder en face si je faisais rien, quoi. Donc au début, je mesurais pas forcément que ça allait entraîner tout ça, parce qu'au début, continué à travailler, même si je travaillais déjà mi-temps pour m'occuper de mon fils handicapé. Voilà, je continuais à travailler. Puis au bout d'un moment, on m'appelait tout le temps à Paris, il fallait que je négocie avec le gouvernement, le ministère de la Santé, les députés. J'ai compris que c'était plus possible, qu'il fallait que je fasse un choix si je voulais me donner les moyens de faire interdire la dépakine. Donc, ça a été difficile de prendre comme décision, mais encore une fois, je trouve que le poids était trop grand. Je pouvais pas me taire. C'est ce que j'ai écrit dans mon bouquin, Dépakine, le scandale. Je pouvais pas me taire parce qu'en fait, voilà, il fallait que je dénonce le scandale, il fallait que je parte au combat, il fallait que je me donne les moyens de réussir. Parce qu'on m'a toujours dit, ouais, mais c'est un big pharma, il est puissant et tout. Donc voilà. Après, au début, je ne mesurais pas forcément que ça allait m'entraîner là-dedans. C'est petit à petit. Bon, après, j'ai fait des erreurs et puis j'ai appris de mes erreurs. Et aujourd'hui, ça va. Voilà, je sais mieux. Mais il y a des moments où c'est dur, très clairement. Il y a des moments où c'est dur. Sanofi a fait pression pour retarder mon dossier dans la procédure civile. Voilà, j'en bave. Dès qu'on passe à la télé, il y a toujours des haters sur les réseaux qui te disent, ah, elle veut passer à la télé, machin. Ça, c'est ce que je vis le plus mal parce que enfin, c'est des femmes dans la même situation que moi. Moi, enfin, je suis comme elles, j'ai des enfants handicapés, je gère difficilement mon quotidien aussi. Donc voilà, mais c'est plus par intérêt général. Et puis après, encore une fois, soit on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Tout le monde porte sa croix. Moi, c'est celle-ci. Voilà, j'ai décidé de faire de ma vie quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. Voilà, j'ai des enfants handicapés, mais moi, j'ai aussi un handicap avec mon épilepsie. Ça m'empêche pas d'avoir des moments heureux. Il y a des moments durs. Et puis voilà, il faut profiter, hein, carpe diem, comme je dis. Ça durera peut-être pas toujours, donc je prends ce qui y a à prendre. Et puis j'ai fait des super rencontres. J'ai rencontré Irène Frachon. Voilà, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont aidé. J'ai découvert des choses intéressantes. Donc non, je regrette pas les choix que j'ai faits aujourd'hui, même si c'est pas tous les jours facile. Et d'ailleurs, on va pas manquer de mettre le lien de ton livre sous la description pour ceux que ça intéresse. Euh, je voulais te demander aussi comment vont tes enfants aujourd'hui? Ben, je suis très fière d'eux parce qu'ils vont bien. Enfin, voilà, ma fille, elle a réussi à être prof de maths. Elle a aujourd'hui changé chez elle, donc elle est bien.
Mon fils, c'est un peu plus compliqué. Il a fait des études, il a fait un master de droit. On se demande pourquoi. Voilà. Mais bon, pour trouver du travail, aujourd'hui, il est avec moi à la maison. C'est un peu plus compliqué. Mais je désespère pas qu'il réussisse à peut-être trouver un job, un emploi adapté avec sûrement un temps partiel parce que son trouble de l'attention, sa fatigabilité, ses troubles autistiques font que c'est pas toujours facile de travailler dans le milieu ordinaire. Il cherche du travail dans une administration, il aimerait bien travailler dans une mairie ou une collectivité territoriale. Donc voilà, on essaye aujourd'hui de poursuivre notre petit bonhomme de chemin, mais voilà, je suis très fière d'eux. Fille aussi, elle a sorti un bouquin sur la fantaisie, donc voilà, sa mère a fait un bouquin, elle a fait un bouquin, donc je pense que je leur ai donné l'envie de se battre, l'envie de se dépasser, et que c'est pas parce qu'on est différent que voilà, on peut pas arriver à faire des belles choses. Voilà, c'est ce que Ils je sont pense. fiers de toi? Oui, je pense, oui. Oui, 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 ils l'ont dit à plusieurs reprises, oui, oui. Donc voilà. C'est effectivement, enfin, c'est pour moi une manière aussi de réparer les choses. Tout ce qu'on bat là derrière, l'indemnisation c'en est une, mais aussi dénoncer un scandale, faire reconnaître leur pathologie, etc. C'est une manière de réparer le tort que je leur ai fait, même si je ne savais pas. Parce Enfin, que la culpabilité, elle est là. tu as été victime toi-même de... Oui, on m'a trompé, on m'a menti, on m'a dit que ce médicament était sans danger. Oui, mais c'est eux qui sont encore plus victimes puisque eux, ils subissent au quotidien les conséquences des handicaps que ça leur a provoqué, quoi. Donc ma colère, elle est toujours là et comme je dis souvent, on a pris perpète avec nos enfants handicapés, et ben, ça nos filles prendront perpète avec moi. Je suis pas prête de lâcher. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Puis il reste 2 minutes. Non, que si ces familles, elles voient la vidéo, qu'elles n'hésitent pas à contacter l'association APESAC, je serai là pour les accompagner. Et voilà, ou même, je m'occupe aussi des autres antiépileptiques, hein, pas que la dépakine. Voilà, les hommes là aussi qui ont été traités par dépakine, tout ça, on gère. Et puis on a donc un site où il y a déjà pas mal d'infos. Il y a aussi une chaîne YouTube. Enfin, on est sur à peu près tous les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous trouver facilement. Alors, donc on va mettre tous ces liens sous la description. Et écoute, Marine, moi je te remercie vraiment, vraiment sincèrement. Euh, Merci à toi, Aurélien, de m'avoir fait confiance et puis de m'avoir donné une possibilité de parler de ce souci-là qui, effectivement, touche énormément de personnes, encore une fois, des épileptiques, des bipolaires. Et donc, ce médicament, il a été énormément prescrit. Il reste aujourd'hui quand même toujours pas mal prescrit pour les hommes encore. mais moi je te l'avais dit lorsqu'on s'était contacté, un médecin me l'avait prescrit. Je l'avais pas pris, mais le médecin me l'avait prescrit. Donc c'est dire à quel point. Et moi je suis tombé sur le sujet par hasard. Et là, vraiment, je tombe des nues. Euh, voilà, donc franchement, j'ai appris beaucoup. Donc je te remercie encore pour cet échange, pour ce que tu fais pour les victimes et pour ceux qui ne le savent pas, parce que peut-être là, peut-être qu'il y a des mères de famille ou des pères qui nous regardent et ils tombent sur ça, ben, ils vont peut-être faire le lien et peut-être avancer grâce à ce que tu fais. Donc, encore une fois, Marine, je te remercie vraiment pour cet échange passionnant. Et puis, j'aime bien laisser le dernier mot de la fin pour la personne que j'interviewe. Donc, je te laisse conclure cela. Ben, merci et encore une fois, voilà, sachez que David, il peut gagner contre Goliath, donc n'hésitez pas si vous êtes un simple citoyen, même une mère de famille, un père, voilà, et que vous voulez dénoncer un scandale sanitaire, il faut être bien entouré, bien conseillé, mais c'est possible de gagner. Donc ne jamais rien lâcher, on est acteur de sa propre vie, il faut se battre. Voilà, courage.